Bonsoir Issar Midani. Bonsoir Tom et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent sur le site REP. Je vous salue de Damas, je vous souhaite un bon site REP. Merci Issar. Alors Issar, nous sommes arrivés au 35e site REP, nous sommes le 26 février 2018 et la situation en Syrie est en train de s'aggraver et je dirais que ça s'accélère dans le mauvais sens, hein, et on va évidemment en parler tout le long du site REP. Cependant, nous allons entamer, je dirais, ce site REP par une parenthèse importante, hein, qui nous est chère, vous et moi. C'est l'évocation de ce qui se passe en Palestine, parce que évidemment, quand les choses s'aggravent en Syrie, que les médias sont concentrés sur ce qui se passe en Syrie, évidemment les caméras sont moins focalisées sur ce qui se passe en Palestine, hein. Mais il fallait s'y attendre. Donc, pour commencer, c'est, je dirais, le point phare de cette situation en Palestine, c'est le transfert confirmé de l'ambassade US à Jérusalem le 14 mai prochain, soit le jour du 70e anniversaire de la déclaration de création de l'État sioniste. Je vous laisse poursuivre, hein, parce que vous avez d'autres informations qui sont liées à ça, et puis il y a d'autres choses, bien sûr. Bien sûr. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par saluer la lutte du peuple palestinien, saluer la jeune Had qui est dans les geôles israéliennes et tous les prisonniers enfants et adolescents et adultes, femmes et hommes, qui sont tous dans les geôles israéliennes et qui subissent tous les jours les pires horreurs de la part des Israéliens qui pratiquent la terreur d'État, en fait, face à des gens qui sont complètement isolés, c'est-à-dire ils sont sans armes, des civils qui font face à leurs balles et à leurs coups avec leur corps, avec des mains nues et avec des pierres et des des projectiles de toutes sortes. Comment dire, les petits trucs pour tirer les pierres. Alors ça c'est un premier point. Je voudrais aussi saluer tous le doyen des prisonniers, Subqi al-Maqt, qui est un prisonnier syrien du Golan, avec tous les prisonniers aussi du Golan dans les geôles israéliennes aussi, qui aussi affirment tous les jours leur appartenance à la Syrie face à l'offensive israélienne contre eux et face à toutes les atteintes contre leurs droits d'existence, contre leur personne, contre l'intégrité des personnes, l'intégrité des propriétés privées, l'intégrité de leurs terres et l'intégrité de leur pays, tout simplement. Donc, je fais ce grand salut à tous ces militants qui luttent pour la dignité humaine et pour leurs droits les plus élémentaires. Et je condamne pleinement toute la politique israélienne vis-à-vis des habitants du Golan et de la Palestine, qui vise à les écraser, qui vise à s'approprier leurs terres, qui vise à s'approprier leurs maisons, à détruire leurs maisons et à arracher aussi leur culture. Tout ceci, en fait, se passe aujourd'hui dans un silence total du monde entier, du monde qui prétend être partisan des droits de l'homme et partisan de la défense des êtres humains. Je tiens quand même à rappeler que de toute façon, cette décision de Trump de transférer l'ambassade d'Israël à Jérusalem est une décision qui va contre toutes les décisions de l'ONU, qui est illégale,
qui a été d'ailleurs aussi désapprouvé par 158 pays des Nations, 128 pays des Nations Unies, donc une très grande majorité, qui n'a été approuvée d'ailleurs, et cette décision n'a été approuvée que par 8 ou 11 pays, je crois. Donc, il est important de voir que aussi bien Israël que les États-Unis font fi de la légalité et des votes dans les instances auxquelles le monde entier se réfère, hein, qui sont l'ONU, tout simplement, et ils font fi de ces décisions et ils appliquent ce qu'ils ont envie d'appliquer, et ils continuent à violer les droits du peuple palestinien sur tous les plans. Voilà. Je tiens à dire quand même que c'est pas un hasard que ça se passe, alors que la Syrie est occupée avec les terroristes qu'on lui a envoyés de 130 pays différents qui ont pénétré en Syrie par toutes les frontières, donc par le nord en Turquie, par la frontière turque, par le sud, par la frontière jordanienne et celle de la Palestine occupée, qui est le soi-disant État d'Israël. Donc aussi à l'époque ça a été par l'ouest par le Liban et par l'est par l'Irak. Bon, maintenant que la lutte contre le terrorisme avance et avance à grands pas, a avancé aussi avec les amis déjà libanais. Donc, alors qu'il y avait une très grande poche aussi dans le Qalamoun libanais de Daesh et Al-Nusra qui ont été nettoyés. En Syrie, la frontière syro-libanaise a été largement nettoyée aussi de Daesh et d'Al-Nusra. Donc, il y a une véritable unité, je peux dire, entre la Syrie et le Liban dans la lutte contre le terrorisme. De l'autre côté, en faisant fi de tout ce que les Américains ont appelé des lignes rouges pour que l'armée syrienne ne rejoigne pas l'armée irakienne. Bon, elle a quand même réussi à rejoindre l'armée irakienne, et nous rappelons quand même que la bataille de libération de Boukamal a été une bataille particulièrement éprouvante, puisque l'armée américaine a pratiqué toutes les sortes de brouillages et toutes les sortes de blocages. Oui, c'était une guerre électronique. L'armée irakienne, oui, tout à fait, pour que Daesh soit protégé, et que finalement ils ont fini par garder, repêcher les dirigeants de Daesh par des avions hélicoptères. Ils les ont transférés à l'est de Deir ez-Zor, tout en prétendant qu'ils luttent contre Daesh et contre le terrorisme. Je voudrais affirmer et dire et laisser la vérité. Les Américains et la coalition des pays qui sont sous la direction des États-Unis, donc la France, la Bretagne, etc., parce qu'il y a aussi des Canadiens, des Français, des Suédois aussi, des Autrichiens, tous ceux-là qui sévissent en Syrie sous la direction des États-Unis. En fait, ils sont là pour aider les terroristes. Ils ont à plusieurs reprises bombardé les forces syriennes de défense populaire ou l'armée syrienne aussi. Ils ont bombardé, qui s'apprêtaient à attaquer Daesh, et tout ceci c'était pour protéger les terroristes de Daesh et Al-Nusra. Donc dans cette région, c'est plutôt Daesh. Je tiens à dire quand même que aujourd'hui, les États-Unis maintiennent une poche de Daesh qu'ils protègent, et ils interdisent à tout le monde de s'y attaquer, qui est une petite poche entre
à l'est de Deir Zor, qui se situe entre les frontières syriennes et irakiennes. Donc, ils veulent toujours garder cette séparation entre les deux armées pour qu'il n'y ait pas d'unité réelle contre le terrorisme. De la même manière, les États-Unis gardent aussi cette base à Tanf, qui se trouve un triangle qui se trouve aux frontières syriennes, irakiennes et jordaniennes. Ils affirment. Alors, je vais renchérir sur ce que vous dites là. Les Américains. Pardon. Oui, excusez-moi, vous évoquez quelque chose de très très important qu'il faudra mettre en comparaison avec ce qui se passe à la Ghouta de l'Est, où on a des protestations internationales, occidentales surtout, avec une espèce de mascarade onusienne. Il faut vraiment insister parce que c'est un exemple de la fourberie infecte, ignoble des Américains et de tous ceux qui défendent la même position. C'est qu'effectivement cette base militaire illégale des Américains en Syrie qui est à Al-Tenf, qui donc se trouve à proximité du croisement de 3 frontières, c'est-à-dire celle de la Jordanie, celle de l'Irak et bien sûr celle de la Syrie. Il faut rappeler qu'à proximité de cette base américaine, il y a un camp de réfugiés de Syriens, donc ils sont chez eux, des familles, des hommes, des femmes et des enfants. Une soixantaine de milliers de Syriens sont maintenus prisonniers par les Américains pour être utilisés comme boucliers humains d'une part, et d'autre part pour, je dirais, renflouer les bataillons terroristes qui ont été un petit peu déplumés par les affrontements avec l'armée syrienne. Mais pire encore, c'est-à-dire que, et encore aujourd'hui les Russes ont insisté là-dessus, sur l'ouverture d'un corridor humanitaire pour alimenter en éléments de première nécessité tous ces civils-là, ces civils syriens-là. Il faut savoir que les Américains ont fait obstacle systématiquement à ces convois humanitaires pour alimenter ces civils-là maintenus sous chape de plomb américaine. Voilà. Il fallait insister sur cet élément-là parce que c'est la preuve indubitable, incontestable de l'hypocrisie diabolique des Américains. Tout à fait, vous avez bien raison de le signaler, Tom. Et je voudrais ajouter quand même les différentes positions des Américains, parce qu'au début, ils arrivent en disant « Nous sommes là pour combattre Daesh et les terroristes ». Une fois Daesh a été complètement repoussé, ils disent « Nous resterons là jusqu'à ce qu'il y ait un règlement politique de la question syrienne ». Et après Sochi, ils ont déclaré « Nous restons là jusqu'à ce qu'il y ait un transfert de pouvoir ou un gouvernement ou jusqu'à ce qu'il y ait des élections et le transfert, comment ils appellent ça, le transfert de pouvoir. » Donc, en fait, ils sont en train de mentir sans arrêt et de toujours trouver un prétexte pour rester en Syrie. D'ailleurs, je voudrais rappeler que leur présence est parfaitement illégale parce qu'elle n'a jamais été concertée avec la Syrie, elle n'a jamais été demandée par la Syrie. Ils sont tous en train de violer la souveraineté syrienne et la Syrie est un pays fondateur de l'ONU, c'est un pays souverain, indépendant depuis 1945-1946 et qui a toute sa souveraineté depuis cette date-là, et c'est un membre fondateur de l'ONU qui a toujours respecté cette charte de l'ONU que les États-Unis d'ailleurs ne respectent pas, et ils n'ont pas respecté non plus en envahissant l'Irak. Je tiens quand même aussi à rappeler, on n'en a pas parlé, mais là c'est ce qui arrive, c'est que les États-Unis font pression terrible sur l'Irak pour avoir 20 bases militaires en Irak. Les Irakiens ont refusé ces 20 bases. Ils ont dit donc, on n'a pas, OK, à la place des 20 bases, vous allez nous donner 20 points. Et 20 points d'appui, comme ils disent, en Irak. Et les Irakiens refusent. Du coup, aussi, les pressions américaines continuent sur l'Irak et aussi bien
pour garder ils disent on veut 20 points pendant lesquels on va garder de 4000 personnes, 4000 officiers. Voilà. Donc, voilà, ils font pression sur l'Irak, ils font pression sur la Syrie pour rester à Al-Tanf et pour rester aussi à l'est de Deir ez-Zor. Je rappelle que l'est de Deir ez-Zor, c'est la région la plus riche de la Syrie, riche en gaz, riche en pétrole, et aussi riche agricole, sur le plan agricole en même temps. Donc, en fait, ça, c'est priver aussi la Syrie de ses richesses. D'un autre côté, dans ce coin, ils ont bombardé des hôpitaux, ils ont bombardé des habitations civiles en enterrant les civils en dessous des décombres. Oui. Et ils ont bombardé la défense civile syrienne, défense civile populaire syrienne, qui aussi comptait s'attaquer à une ville, à un quartier qui s'appelle Salhiye de Deir ez-Zor, qui est à l'est de Deir ez-Zor, où il y avait des cellules dormantes de Daesh dedans, oui. Mais par contre, c'est l'armée américaine qui les a bombardés pour les empêcher d'aller détruire cette cellule de Daesh. Dernier point, les attaques, selon les aveux et je dirais même les paroles de Talal Selo, qui est le dirigeant de Qassad, en fait, c'est les forces syriennes démocratiques, où il dit que de toute façon, nous n'avons jamais combattu Daesh, au contraire, on a juste fait semblant, et les gens de Daesh sont venus se rejoindre à nos rangs. Et aujourd'hui, ça a été aussi surtout un prétexte pour les Américains pour bombarder Raqqa et détruire toute la ville de Raqqa. Donc ça, ce sont les déclarations de Talal Selo, le dirigeant de FDS, du Front démocratique syrien. C'est les Kurdes qui ont rejoint. Et il a dit FDS, c'est pas des Kurdes. Il y a des gens de Daesh, il y a des gens de partout, et c'est loin d'être des Kurdes uniquement. Il fait cette déclaration aujourd'hui, hier. Donc voilà, les jeux s'éclaircissent et les masques tombent de tous les côtés. Dernier point aussi auquel je voulais, un autre point auquel je voulais faire allusion, la position des Turcs qui aussi envahissent la Syrie, sous prétexte qu'ils étaient à Astana, et soi-disant ils appliquent Astana, ils appliquent ce qui devait être les zones d'abaissement de tension. Donc cette zone d'abaissement de tension à Idlib, c'est là qu'ils ont envahi Idlib, et l'armée turque est présente aux côtés de Afrin. Il y a une très grosse offensive sur la partie nord d'Idlib, en fait, où se trouvent Afrin, Genderes et Rajou, en fait, qui résistent de manière très héroïquement. Ils résistent à cette invasion turque. Les forces kurdes, les forces de défense kurdes ont défendu héroïquement leur ville. Et en fait, ils ont commencé, quand ils ont vu que l'invasion turque était avec de très grands équipements, et donc ils ont demandé à l'armée syrienne de les protéger. Et il y a 2 jours, donc l'armée syrienne, les forces syriennes populaires sont entrées dans la ville de Afrin, acclamées par la population, avec les drapeaux syriens qui flottaient de tous les côtés, et avec des cris nous sommes tous syriens, unité du peuple syrien, nous sommes tous ensemble, non à la partition de la Syrie, non oui. à l'occupation turque. Ce qui a vraiment beaucoup déçu les Turcs, qui pensaient que les Kurdes, qui a déçu les Américains d'ailleurs, ce qui a fait qu'ils les ont lâchés, parce qu'ils tablaient sur les Kurdes pour qu'ils s'opposent à la Syrie et qu'ils s'opposent aussi
au pouvoir central, je veux dire, pour aller dans le sens d'une séparation. Et là, ils ont vraiment très clairement affirmé qu'ils sont contre toute séparation, qu'ils sont pour la libération de toutes les terres syriennes, que pour l'unité de la Syrie, pour l'unité de toutes ces composantes de la Syrie populaire, j'entends de la population, et qu'ils se mettaient sous la direction de Bachar al-Assad et de l'armée syrienne. Ça a été un grand coup qui a été porté aux Américains qui, depuis le début, visaient et visent toujours la répartition de la Syrie. Un grand coup porté aussi à la Turquie qui espérait écraser une population civile, soi-disant coupée de son État et s'approprier ses terres. Or, aujourd'hui, les combats sont acharnés à Genderes, à Raja et à Afrin, bien sûr. Alors, donc, surtout sur les montagnes. Et je peux dire que l'armée syrienne, les forces populaires syriennes se battent héroïquement contre les Turcs. Alors justement, Essar, à l'évocation de la situation autour d'Afrin, il faut quand même noter que les forces populaires de défense syriennes ont essuyé des frappes d'artillerie turques à l'approche d'Afrin, avant que ces forces-là entrent dans la ville d'Afrin. Et Erdogan de menacer de frapper, de menacer de frapper les forces syriennes en général, qui oseraient se porter au secours des forces kurdes d'Afrin, avec le projet d'encercler Afrin. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que apparemment la Turquie a envoyé des unités spéciales, des forces spéciales en direction d'Afrin, très certainement pour concrétiser cet encerclement. Donc on aura dans le prochain CITREP de l'information complémentaire quant à la situation dans ce secteur qui est critique, hein, puisque là on n'a pas presque, mais on a presque un affrontement direct entre la Syrie et la Turquie autour d'Afrin. Hein. Tout à fait. Je crois que je voudrais rappeler quand même qu'il y a ça, effectivement, que la Turquie, elle mène vraiment des combats très violents, mais pas seulement contre les gens d'Idlib et Afrin, etc., mais c'est quand même une partie de la Syrie, c'est la population syrienne qui souffre. La Turquie a bombardé aussi les circuits de distribution d'eau depuis une semaine, ce qui fait que Afrin est sans eau potable depuis une semaine, qu'ils ont bombardé des hôpitaux, qu'ils ont bombardé des écoles. En fait, l'idée, c'est aussi, ils essayent de faire en sorte de faire partir la population et ça, la population syrienne affirme haut et fort qu'ils ne partiront pas, que ce sont leurs terres, qu'ils y resteront, qu'ils resteront chez eux. Donc il y a une véritable campagne de changement, une volonté de changer la démographie d'un côté, et de l'autre côté, de mettre la main sur des territoires en faisant le vide de la population, en l'effrayant, en la tuant. Donc les habitants de Afrin ne tombent pas du tout dans ce panneau-là. Ils sont là, ils résistent héroïquement, aidés et épaulés par la défense civile syrienne qui est sous l'ordre de l'armée syrienne et qui n'est rien d'autre que des forces qui épaulent l'armée syrienne, qui donc se défendent contre cette offensive violente et je peux dire ignoble, effectivement, turque, dans le nord de la Syrie. Donc, je tiens quand même à rappeler que ces terres sont des terres syriennes, que l'armée turque a été invitée, je dirais même très rapidement à sortir du territoire syrien. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées auprès du Conseil de sécurité
et auprès de l'ONU, mais clairement ça n'a rien donné. Alors qu'à l'inverse, on voit une tempête médiatique Oui. et au niveau du Conseil de sécurité et de l'ONU par rapport aux terroristes qui sont à la Ghouta de Damas et pour lesquels ou contre lesquels l'armée syrienne avançait et avance toujours d'ailleurs et enregistre de grandes victoires, hein, qui sont rien d'autre que les terroristes d'Al-Nusra, Jabhat al-Islam et Faylaq al-Islam, Jaysh Tahrir et Faylaq al-Islam. Et ces trois organisations sont des organisations liées à Al-Nusra, qui sévissent dans la route depuis 2012, hein, et qui mènent une vie terrible à tous les habitants, aux 7 millions de personnes ou plus, parce qu'il y a eu quand même les personnes qui ont quitté leurs villes, qui ont été envahies par les terroristes et qui sont à Damas, donc les exilés internes, on peut dire. Plus de 7 millions de personnes sont terrorisées tous les jours par les tirs de missiles, d'obus sur les villes, sur les écoles, sur les hôpitaux. Et on n'a rien vu de semblable à la riposte actuelle au niveau des médias occidentaux, des médias mainstream, qui se prétendent défenseurs des droits de l'homme, et on n'a rien vu de semblable par le passé. Je vais citer quelques chiffres pour que vous sachiez, parce que par exemple, depuis 2012, juste sur la région, à partir de ce secteur de la route et sur Damas, il y a eu plus de 80 000 boulets et missiles qui ont été tirés sur Damas, tirés sur la ville, sur les civils, donc sur les hôpitaux et privilégiant toujours les écoles aux heures de sortie des enfants, si bien qu'il y a eu 11 200 morts et blessés, dont 1524 enfants handicapés à vie tués, et sans parler de ceux qui ont été handicapés à vie, c'est-à-dire qui ont perdu une jambe, un bras, des yeux à cause de ces tirs. Et tout ça, il n'y a eu aucune campagne semblable qui a été menée, sans parler aussi des enfants de Homs, des enfants de Hama, des enfants d'Idlib, d'Alep aussi et de Deir Zor, et de toutes les attaques terroristes qui ont eu lieu sur des complexes scolaires. Et ça, personne n'en parle. Non seulement il n'y a pas eu de campagne médiatique et des appels à l'ONU et au Conseil de sécurité, mais il n'y a même pas eu de reportage qui en parle de manière ouverte. Alors, franchement, permettez-moi de dire, tous ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, ils sont là à se parer de ce masque, mais pour s'attaquer aux droits de l'homme et pour s'attaquer aux droits des pays et pour s'attaquer aux droits des peuples. Ils se font tous les défenseurs des terroristes et les défenseurs de l'impérialisme américain et sioniste. Et malheureusement, je trouve que j'aimerais bien que les peuples de ces pays, les peuples des pays occidentaux ouvrent les yeux et se réveillent pour voir où se trouve la vérité et la défendre. Alors oui, merci d'insister là-dessus, parce que dans l'information, c'est ce que nous faisons avec Éveil Français TV, insister pour conscientiser les gens, parce que finalement on donne un blanc-seing au gouvernement qui nous trahissent et qui se fourvoie mais gravement dans cette invasion terroriste en Syrie, hein. La France est très, entre guillemets, bien placée d'ailleurs dans ce domaine, puisque je rappelle encore une fois, si nécessaire, qu'un certain Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères à une certaine époque, hein, il n'y a pas très très longtemps,
disait que le Front al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. Hein, je n'irai pas plus loin. Ce monsieur est quand même président du Conseil constitutionnel, hein, sauf erreur. Alors, très important. Permettez-moi seulement, Tom. Oui. Je voudrais dire quand même, et ça ne restait pas au niveau des mots, parce que aujourd'hui et depuis ce moment-là jusqu'à présent, la France soutient les terroristes, envoie des armes qu'ils ont reconnues. D'ailleurs, ils disaient on envoie des armes non létales, on envoie des outils de communication, des outils logistiques, des lunettes de nuit, etc., qui permettent des lunettes nocturnes, disait-il. En fait, ça dépasse, c'est ce qu'ils ont reconnu, mais la réalité dépasse de loin tout ça. Et il y a une véritable connivence qui a été d'ailleurs souvent dénoncée par même des députés français et par des responsables en France. Donc, il est temps effectivement que les Français lèvent la voix pour stopper cette connivence et collaboration avec le terrorisme et lèvent le voile aussi sur cette collaboration réelle qui continue aussi bien à travers l'Arabie saoudite, à travers le Qatar, etc., puisqu'ils livrent des armes aux uns et aux autres, qui eux aussi alimentent directement les terroristes en Syrie. Et en Irak d'ailleurs, pas seulement en Syrie. Donc il est vraiment très important de voir tout ça clairement. Alors, pour continuer, parce que je dirais c'est le point central du CITREP aujourd'hui, c'est la Ghouta de l'Est, hein, cette partie du territoire syrien qui se trouve à l'est de Damas, hein, à quelques kilomètres, donc occupée par des terroristes dont vous avez donné les noms, hein, les groupes dont vous avez donné les noms, et cette Ghouta de l'Est, voilà. Cette Ghouta de l'Est fait l'objet depuis quelques jours d'une avalanche médiatique, politique, de condamnation contre le gouvernement syrien qui frapperait des civils. Alors il faut savoir, et je crois que c'est très intéressant de faire un parallèle avec Alep-Est, parce que il s'était passé exactement la même chose. Chacun peut remarquer que plus personne ne parle d'Alep-Est aujourd'hui, maintenant qu'elle est libérée. Bien évidemment, parce que le risque est grand que d'aller chercher des témoignages de ceux qui y habitaient ou qui vivaient dans Alep-Est n'aille pas dans le discours, je dirais, manipulateur occidental, hein, qui fait passer les terroristes pour des gentils civils et puis oublie évidemment copieusement de dire que les terroristes utilisent les civils dans les secteurs qu'ils occupent comme des boucliers humains, hein, et s'accaparent le peu d'aide humanitaire qui arrive à passer. Donc on a effectivement le bilan humain catastrophique des quartiers de Damas qui sont bombardés par les terroristes depuis la Ghouta de l'Est, hein. Et puis il y a depuis quelques jours, peut-être même quelques heures, cette menace, ces informations qui circulent d'une nouvelle, je dirais, tentative de manipulation de l'opinion publique occidentale à travers un false flag à l'arme chimique qui est dénoncé d'ailleurs par le groupe russe de réconciliation des partis, qui explique que apparemment des véhicules chargés de produits chimiques de chlore seraient entrés dans la Ghouta de l'Est avec des masques à gaz sur la demande des fameux casques blancs, hein, qu'on prend toujours pour des humanitaires, qui ont d'ailleurs été reçus en grande pompe tout dernièrement à l'Assemblée nationale française, ce qui est inquiétant, hein, de ce fait-là, parce que il faut se rappeler, Emmanuel Macron a indiqué que il était prêt à frapper la Syrie immédiatement dès qu'il aurait la preuve que les armes chimiques ont été utilisées par le gouvernement de Bachar al-Assad. Bon, on a un espèce de remake de Khan Cheikhoun. Tout à fait. Merci beaucoup d'évoquer toutes ces questions, Tom. Je vais revenir dessus. La question, c'est que
La Ghouta de l'Est, elle est sous le contrôle des terroristes, donc de Al-Nusra, Fath al-Sham et Faylaq al-Ahrar al-Sham et Faylaq al-Islam depuis 2012. Que depuis 2012, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la Ghouta, les civils, beaucoup de civils ont quitté, fuyant les terroristes, mais aussi beaucoup d'entre eux sont restés puisqu'ils restent dans leur maison, dans leurs affaires, etc., sur leur terre. Ces gens, ils sont pris en otage par les terroristes. Différents scénarios, soit ils sont obligés, ils les traquent et ils les obligent, ils les engagent de manière obligatoire à s'engager avec eux et ils les mettent dans les premiers rangs. Soit d'un autre côté, ils les mettent dans des cages. Les femmes et les enfants sont mis dans des cages et ils sont mis au-dessus des immeubles où résident leurs quartiers généraux. Pour éviter les bombardements de la Syrie, enfin de l'État syrien, ils mettent les civils dans des cages sur le toit. Oui. Quel que soit le temps, que ce soit qu'il fasse 40-50 degrés en été dans la chaleur ou en hiver. Donc les défenseurs des droits de l'homme ne le voient pas, bizarrement. Et pourtant, il y a des vidéos. Ils sont aussi affamés, c'est eux qui sont pas. Et c'est visible, hein. Oui, oui. C'est visible. Voilà. D'un autre côté, quand il y a ils s'accaparent aussi toutes les nourritures, puisque la terre, les lieux, la Douma, Harasta et la Ghouta, ce sont des terres fertiles qui produisent pas mal de végétaux, de légumes et de fruits. Ils s'accaparent toutes les récoltes et ils affament la population. Ou alors ils leur vendent à des prix absolument affolants des petites clopinettes. Donc des quantités très petites avec en dollars et en argent qui coûtent très cher. On a vu ça à Alep Est. Ils sont en train de les piller. Ils les affament et ils les pillent. Exactement, comme ça a été le cas à Alep Est. Et merci de l'évoquer parce que c'est exactement pareil. Et maintenant, je peux dire les derniers trucs aussi. Ils les ont aussi engagés de manière comment dire, obligatoire et en les utilisant et en les menaçant. Ils les ont engagés pour creuser des tunnels. Ok. Ouais. Donc voilà, ça c'est le sort de la population civile qui est à Douma. Et donc je tiens à dire que il y a la semaine dernière, la Syrie, enfin l'État a frayé des passages sauf pour les personnes. Ils ont distribué des tracts appelant la population civile à quitter, à sortir. Il y a eu pas mal de manifestations à l'intérieur de cette Ghouta contre les terroristes qui leur disent donc maintenant vous devez nous partir, aller laisser quitter, etc. ou laissez-nous partir. Il n'y a pas eu de possibilité. Ils leur ont tiré dessus. Il y a eu des morts et des blessés. Ils leur ont tiré dessus et ils les ont empêchés donc de sortir. Donc dans toute cette tempête médiatique, et comme vous le dites si bien, qui rappelle celle d'Alep Est fin 2016, oui. Juste avant sa libération, on voit aussi cette volonté de passer, de mobiliser toute l'opinion. Alors on est passé par le Conseil de sécurité, puis l'ONU, puis ainsi une simulation d'une attaque à l'arme chimique qui a été filmée par les casques blancs. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Les casques blancs ont distribué des
masque à gaz, soi-disant, à la population, en fait, aux autres terroristes. Ils ont ils font une mise en scène filmée. D'ailleurs, la population les a vu filmer cette mise en scène à Idlib, en fait, et maintenant dans la Ghouta. On sait qu'il y a eu une cargaison de chlore qui est entrée. En fait, cette cargaison de chlore, alors je peux dire, là, c'est les deux endroits. Il y a une cargaison de chlore qui est rentrée par les frontières nord, donc par la Turquie, par Bab el-Hawa, exactement, et au gouvernorat d'Idlib, portant des tonnes de chlore compressé. Et on dit effectivement, il y a aussi, les habitants nous ont fait savoir qu'il y a aussi une cargaison de chlore qui est entrée dans la Ghouta Est. Donc par le sud, par la partie qui est par la Jordanie, par la partie limitrophe d'Israël, parce qu'on n'est pas loin du Golan quand même, sachez-le. Et voilà. Donc tout ceci montre ces mises en scène, et tout ceci pour cacher la présence de grands officiers et fonctionnaires des renseignements européens, de l'OTAN, des pays de l'OTAN, oui, qui dirigent les opérations, et qui s'en cachent pas d'ailleurs, qui dirigent les opérations dans la Ghouta, comme ça a été le cas exactement à l'est d'Alep, et comme ça a été aussi le cas à Deir ez-Zor. Rappelons-nous, Deir ez-Zor, ça a été aussi une tempête contre la libération de Deir ez-Zor, à la population de Deir ez-Zor. Pendant 3 ans, la population de Deir ez-Zor était sans eau. Ça n'a gêné personne. Aucun de ces médias n'a évoqué la question. Par contre, lorsque l'armée syrienne avançait pour libérer Deir ez-Zor, tout le monde s'est déchaîné. D'ailleurs, l'armée américaine, rappelons-le, s'est déchaînée contre l'armée syrienne, oui, qui était là, et ils ont bombardé l'armée, ils ont bombardé des hôpitaux, ils ont bombardé des écoles, etc. Donc voilà, on assiste exactement au même scénario à la Ghouta et dans le sud de Damas, à la Ghouta est de Damas. Voilà. Donc ouvrons les yeux et voyons les choses en face. Oui. Alors, les conséquences de cette situation, c'est que, étant donné la résistance héroïque de l'armée syrienne et de ses alliés contre les terroristes, il semblerait que les Américains et leurs alliés décidaient de passer à une autre étape, dont fait partie ce false flag en préparation à l'arme chimique dans la Ghouta de l'Est, hein, justement. Il faut noter un élément absolument intéressant, suite d'ailleurs à, et vous vous rappelez certainement de ça, une attaque par drone en essaim de la base de Hmeimim et puis de Tartus, hein, donc contre les bases russes. Hein. Oui. On a évidemment le Sukhoi 25 abattu au-dessus du gouvernorat d'Idlib. Et puis on a probablement des contracteurs russes qui ont été assassinés, bombardés par la coalition US à Deir ez-Zor, justement comme vous l'évoquiez, pour débusquer des cellules dormantes de Daesh à Deir ez-Zor. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on a vu dans le ciel syrien 4 chasseurs furtifs de 5e génération, des Su-57, qui ne sont même pas encore dans l'armée, dans les forces aériennes russes, mais qui sont en période d'essai. Hein. C'est l'équivalent des F-35 américains, dont je rappelle un des exemplaires fièrement, détenus par l'armée israélienne, hein, les forces aériennes israéliennes, avait soi-disant été endommagé par un vol d'oiseaux au-dessus du Liban, hein, pour ne pas dire qu'il s'est pris une volée de plomb par le système anti-aérien syrien, hein, surtout avec un missile S-200 qui date des années 70, bon, qui a été certainement remis au goût du jour par l'armée russe, par les Syriens. Voilà, donc c'est un message, ça. Hein. Oui, tout à fait.
Donc c'est un message, hein, ça, c'est que quand on envoie Oui. comme ça des avions ou des armes toutes nouvelles, hein, qui sont même pas en dotation dans l'armée russe, le message est clair, hein. Le message est envoyé à Washington que la Russie considère toujours la Syrie comme la banlieue de Moscou, hein. Oui, bah, tout à fait, mais enfin bon, effectivement, c'est, moi je voudrais revenir effectivement sur cet avion qui était la fierté d'Israël, en fait, le F-16, hein, qui a été descendu par les SAM 200, en fait, les SAM 5, en fait, donc qui ne sont rien d'autre que les S-200 qui datent de 74 par les Syriens qui ont peut-être été modernisés par les experts syriens, qui a fait effectivement une grande panique en Israël et qui a fait que Netanyahou est allé encore une fois voir ou rencontrer Poutine, rencontrer Trump, etc. Il y a eu aussi, suite à ça, tout un tas de passages alors de Tillerson au Liban et en Israël, en Égypte, etc., etc. Donc tout un tas, des visites, comment dire, qui n'ont pas arrêté dans les pays autour par les Américains et par les Israéliens. L'idée, c'est de dire, en fait, jusqu'à présent, les avions israéliens pouvaient taper en Syrie sans être punis, en disant toujours la Syrie disait, ben, on attaquera au moment venu. Et ben voilà, le moment est venu, et là, toute violation sera punie et violemment punie. Ce qui a vraiment semer la panique effectivement en Israël et c'est sans doute ça qui montre que l'armée syrienne s'est rétablie malgré ces années de guerre, hein. Pas seulement s'est rétablie, mais elle s'est aguerrie dans cette année de guerre. Redoutablement Et même. a resserré ses liens avec ses alliés. Voilà, que le front de la résistance qui est composé de la Syrie, dont la Syrie est la pierre angulaire quand même, disons-le, qui est composé de la Syrie, de l'Iran, des forces populaires de défense en Irak et des forces populaires de défense au Liban, couvertes d'ailleurs par l'État libanais. Bon, aujourd'hui, ça commence à faire sérieusement peur et créer une sérieuse panique en Israël. Et les États-Unis étant les alliés inconditionnels, comme les pays occidentaux, malheureusement, des pays de l'OTAN, inconditionnels d'Israël, ils s'élèvent aujourd'hui pour défendre Israël, en défendant ses alliés, qui sont rien d'autre que les terroristes de la Routa et Daesh, al-Nusra, etc., puisqu'il ne reste plus que ces terroristes-là qui sont en Syrie, plus les forces qui sont soutenues par les Américains dans le nord-est de Deir ez-Zor, qui ne sont rien d'autre que des forces factices aussi, qui aujourd'hui se désolidarisent des Américains et dénoncent le fait que les Américains sont effectivement complices des terroristes et attaquent les terroristes. Et sont avec les terroristes, pardon, ils s'attaquent à la population.